Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais parler du brevet sur le coronavirus, le brevet EP1694829B1. On va voir si c'est réel ou si c'est une fake news. Il y a une vidéo qui a circulé, faite par un gentil garçon un peu énervé sur ce brevet. L'intérêt, c'est qu'il a porté l'attention sur ce brevet. Suite à cette vidéo qui est devenue un petit peu virale, l'AFP, l'agence France Presse, hein, donc c'est l'agence officielle du gouvernement français, a fait un article pour expliquer que voilà, c'était une fake news. Mais on va voir que le brevet existe réellement, celui-là il est vraiment réel et on va étudier ce qu'il y a dedans réellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'AFP a confirmé, hein, donc, comme c'est l'agence gouvernementale, que le brevet était bien réel. Et donc, vous pouvez sur Internet télécharger le brevet, le consulter. C'est un document qui est public. Et ils ont indiqué que l'interprétation du jeune homme qui a fait la vidéo est fausse. Donc on va regarder les explications de l'AFP parce que c'est intéressant. Donc le jeune homme indiquait que le coronavirus aurait été détecté en Chine, mais en fait qu'il aurait été créé et breveté par l'Institut Pasteur. Donc effectivement, ça c'est faux, hein. A priori c'est faux. Cependant, que dit l'AFP? Donc ils ont contacté Olivier Schwartz, donc je ne sais pas qui c'est peut-être celui qui a fait le brevet, qui dit qu'on ne brevette pas un virus mais le code génétique d'un virus. Donc il y a une différence. Que ce code génétique de ce brevet en fait porte sur une souche du SRAS qui s'appelle SARS-CoV, qui est un coronavirus qui a touché 8000 personnes dans 30 pays en 2000-2003, selon l'OMS. Hein, donc là, donc il indique qu'il n'y a pas un coronavirus, mais qu'il y en a au moins 7. Que c'est en réalité un cousin. Monsieur Schwartz nous dit que c'est un cousin du virus actuel. Voilà. Qu'ils sont donc génétiquement liés, mais qu'ils sont différents. Voilà. Et qu'il y a 80% de similitude au niveau de sa séquence génétique, mais donc il y a donc 20% qui sont différents. Et que les vaccins qui avaient été testés à l'époque ne peuvent pas être utilisés pour le nouveau coronavirus. Alors il y a un terme qui prête à la confusion, effectivement, on va voir tout à l'heure, sur le brevet c'est indiqué les inventeurs, ce qui dans le langage courant, effectivement, on a une notion de création, mais d'après le Larousse, hein, le Larousse fait foi, l'inventeur peut être aussi celui qui découvre quelque chose. Donc a priori, sur ce brevet, quand on parle des inventeurs, on parle de gens qui ont découvert le virus et la séquence génétique du virus, mais qui ne l'ont pas créé. Voilà, donc l'intérêt de breveter un virus, c'est de protéger la séquence ADN pour pouvoir mettre au point des tests et des candidats vaccins. Voilà. Donc ça, c'est la mise au point de l'AFP que vous pouvez consulter sur le site factuel.afp.com. Donc ça, c'est la vérité officielle. Donc voilà. Donc bon, la plupart des complotistes se sont emballés sur cette vidéo. La plupart des gens anti-complotistes, eux, se réfèrent donc à cet article de l'AFP. Et donc là, on est croyance contre cohérence. Et moi, j'aime bien aller vérifier. Donc sous la vidéo, je vous mettrai le lien officiel, hein, de ce brevet. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce brevet existe effectivement. Vous pouvez le télécharger ici sur patentimage.storage.googleapis.com. C'est un brevet officiel, hein, European Patent Office, Office européen des brevets. Et ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui est écrit exactement, hein, parce que
C'est ça la vraie démarche scientifique, c'est de ne pas avoir de parti pris, mais de regarder les faits. Donc je ne suis pas un expert du couillonavirus, mais comme c'est ma chaîne YouTube, je fais un peu ce que je veux et j'ai le droit d'étudier le sujet et puis d'en parler. De toute manière, on m'a dit qu'il y avait des vrais experts du couillonavirus, donc j'ai demandé des noms, on m'en a pas donné. Et j'ai indiqué qu'ils avaient peut-être pas fait leur boulot parce que ouais, ils sont experts, mais en attendant, on est face à une pandémie. Voilà. Alors, les titulaires du virus, c'est essentiellement l'Institut Pasteur, le CNRS et l'Université Paris 7. Et puis là, vous avez la liste de tous les chercheurs, en fait, hein, donc ils mettent inventeurs. On va dire que ce sont des chercheurs ou des découvreurs. Ça serait le terme un peu plus juste, à mon sens, mais bon. Et donc on va voir qu'est-ce qui est écrit sur ce brevet. Donc moi je n'invente rien, je lis hein, simplement. Voilà. Donc il y a du charabia scientifique qui n'est pas facile à comprendre, mais il y a des phrases en français qu'il est possible de comprendre. Donc la présente invention, on va dire découverte, est relative à une nouvelle souche de coronavirus associée au syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, issue d'un prélèvement à Hanoï au Vietnam. Donc la découverte est relative à, donc voilà, c'est pas marqué qu'ils ont créé une nouvelle souche de coronavirus. Ils disent simplement que leur découverte est reliée à la souche de coronavirus prélevée au Vietnam à l'époque. Alors il y a des données intéressantes, ils disent que les coronavirus sont responsables de 15 à 30% des rhumes chez l'homme. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que bah déjà, ça date de 2004, hein, 2003-2004. Donc ça veut dire que le coronavirus en lui-même, c'est pas quelque chose de nouveau, qu'il est déjà responsable d'un certain nombre de maladies, donc les rhumes chez l'homme. Voilà. Alors pour ce SARS-CoV, hein, c'est son nom, le SARS-CoV, le SARS-CoV-1, l'analyse phylogénétique montre que le SARS-CoV est éloigné des autres coronavirus et qu'il est apparu ni par mutation de coronavirus respiratoire humain, ni par recombinaison entre des coronavirus connus. Donc là, ce qu'ils disent en clair, c'est que en fait, le SARS-CoV, il est différent des autres virus. Et en fait, ils disent qu'en fait, ils savent pas comment il est apparu. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas par mutation et pas non plus par recombinaison. Bon, ils disent pas comment il est apparu, donc il y a une inconnue là-dessus. Alors ensuite, il est indiqué que la présente invention a donc pour objet une souche isolée ou purifiée de coronavirus humain associée au SRAS. Alors on va voir pourquoi c'est important cette phrase. Donc ils indiquent la présente invention a également pour objet un polynucléotide isolé ou purifié, blablabla, blablabla, et précise ce que veut dire isolé ou purifié, signifie modifié par la main de l'homme à partir de l'état naturel. Autrement dit, si un objet existe dans la nature, il est dit isolé ou purifié s'il a été modifié ou extrait de son environnement naturel ou les deux. Par exemple, un polynucléotide ou une protéine naturellement présent dans un organisme vivant n'est ni isolé ni purifié. En revanche, le même polynucléotide ou protéine, séparé des molécules et coexistantes dans son environnement naturel, obtenu par clonage, amplification et ou synthèse chimique, est isolé au sens de la présente invention. Alors pourquoi cette phrase est importante, c'est que ce qu'ils disent en réalité, c'est que donc ils ont isolé et purifié donc un polynucléotide et que ça se fait évidemment par la main de l'homme. Ça veut dire qu'ils reconnaissent, ils indiquent qu'il y a des modifications faites par la main de l'homme. Simplement en extrayant ce polynucléotide de son milieu naturel et en l'isolant et éventuellement en le purifiant. Donc ça démontre quoi? Ça démontre tout simplement que
les inventeurs, en l'occurrence, ont donc extrait et purifié le virus. Et à partir de là, ça veut dire qu'il y a une modification, une intervention humaine, puisqu'ils sortent le virus de son milieu naturel pour l'isoler. Donc on peut comprendre pourquoi, hein, évidemment, pour étudier le virus, il peut être utile de l'extraire et de l'isoler. Ensuite, on entend par conditions d'hybridation de forte stringence des conditions de température et de force ionique choisies de telle manière qu'elles permettent le maintien de l'hybridation spécifique et sélective entre polynucléotides complémentaires. Donc là aussi, ce qu'ils indiquent, c'est qu'ils font des manipulations, et notamment des manipulations d'hybridation, c'est-à-dire qu'ils mélangent deux virus ensemble, on ne sait pas trop pourquoi. Et ils indiquent ensuite, dans le paragraphe suivant, les conditions optimales, en fait, pour faire de l'hybridation ADN-ADN ou ADN-ARN. Donc ce paragraphe est essentiel, page 5, puisqu'il indique bien qu'ils font évidemment des manipulations humaines sur les virus, en isolant, en purifiant et en faisant de l'hybridation. Donc il joue un peu au docteur Maboul. Alors évidemment, c'est pour notre bien, hein, c'est pour pouvoir créer des vaccins qui vont nous permettre de devenir résistants aux méchants virus. Voilà. Alors là, il y a un sujet aussi qui m'a interpellé, que je ne comprends pas bien parce que je ne suis pas un expert scientifique du sujet. Mais voilà ce qu'ils indiquent. Les inventeurs décrivent également une puce ou filtre à ADN ou à ARN caractérisé lorsqu'il comprend au moins un polynucléotide ou l'un de ses fragments tels que définis ci-dessus. Les puces ou filtres à ADN ou à ARN tels que définis ci-dessus sont préparés par les méthodes classiques, connues en elles-mêmes comme par exemple greffage chimique ou électrochimique d'oligonucléotides sur support de verre ou de nylon. Donc là, ils disent que, en gros, ils travaillent sur une puce qui serait en fait un filtre à ADN ou à ARN, qu'ils mettent au point par des méthodes classiques, par exemple greffage chimique ou électrochimique. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par puce, pourquoi ils utilisent le mot puce. En tout cas, c'est un filtre à ADN qui est préparé donc par l'homme aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des trucs intéressants? Voilà. Alors, les inventeurs décrivent en outre une composition immunogène caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un produit sélectionné dans le groupe constitué par une protéine ou un peptide tel que défini ci-dessus, un polynucléotide de type ADN ou ARN. Donc ça veut dire qu'en gros, ils décrivent dans leur brevet une composition immunogène, c'est-à-dire dans le but, c'est un vaccin, quoi, de générer une réaction du système immunitaire. Les protéines et peptides tels que définis ci-dessus, notamment les protéines S, M ou N et les peptides dérivés ainsi que les molécules d'acide nucléique ADN ou ARN codant les dites protéines sont de bons candidats vaccins. Voilà. Donc les inventeurs, et là on peut parler d'invention cette fois-ci, vraiment de création, ils créent donc une composition immunogène, c'est-à-dire une substance qui fait le vaccin en fait. Donc c'est pas une surprise, hein, c'est l'Institut Pasteur, il crée des vaccins. Bon. Mais ce qui m'a intéressé en fait dans le sujet, c'est ça. Les compositions telles que définies ci-dessus, donc le vaccin globalement, sont administrées par voie générale, notamment intramusculaire ou subcutanée, donc là c'est de la picouse, hein. Quand on se fait vacciner, c'est des petites picouses, ou bien par voie locale, notamment nasale, aérosol. Donc ça c'est une information intéressante puisqu'ils sont en train de dire qu'en gros le vaccin qu'ils ont créé pour contrer ce virus, il peut s'injecter soit par voie intramusculaire sous-cutanée classique, soit par simplement un aérosol.
Voilà. Donc pour les plus complotistes d'entre nous, eh bien, ça veut dire que si une personne, on va dire mal intentionnée, avait utilisé les résultats de recherche pour créer un virus, ça voudra dire qu'ils sont capables de diffuser ce virus par voie sous-cutanée classique ou par aérosol. Voilà. Donc je dis pas qu'ils ont fait ça, hein. Je dis simplement que c'est possible, hein, puisqu'ils sont capables de créer un vaccin qui, je vous rappelle, possède quelque part un petit bout de virus qui génère une réaction immunitaire. Donc en gros, il crée un virus, hein, voilà. Mais dans le but de générer une réaction immunitaire du corps et qui peut se diffuser en fait par aérosol dans un marché, dans un marché qui vend des chauves-souris en Chine. Voilà. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est là où moi je pense que c'est intéressant d'avoir des faits. C'est donc que le SARS-CoV a bien été identifié et étudié en 2003, que l'Institut Pasteur a déposé un brevet pour la séquence génétique de ce virus, pour pouvoir créer des vaccins sur ce virus. Et M. Schwartzmann nous dit que le nouveau coronavirus serait un cousin à 80% identique et à 20% différent. Pour ça qu'ils l'avaient peut-être appelé le SARS-CoV-2 a priori, puis ils l'ont changé en COVID-19. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être que vous le savez. Si vous savez pourquoi ils ont changé de nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, ce que je retiens comme information intéressante, c'est qu'en gros, on a le 2 en 1. C'est comme au supermarché. Vous avez le 2 en 1. Vous avez le shampoing et l'après-shampoing. Vous avez la lessive et l'adoucissant. Et là, vous avez 2 virus en un. Donc pour le prix d'un, vous avez le coronavirus et le SARS. Voilà. Donc forcément, le corps humain, déjà que quand il doit combattre un virus, il en chie. Là, il doit combattre 2 virus. Alors dans le brevet, il parle de rougeole, mais je crois que c'est plutôt dans des protocoles pour fabriquer un vaccin. C'est pas très clair, j'ai pas bien compris, donc c'est pour ça que je ne m'étends pas là-dessus. Mais ce qui est certain, voilà, c'est qu'il y a 2 virus en un. Il y en a le premier, il y en a un offert pour un acheté. Voilà. La deuxième chose que dit le brevet qui est intéressante, c'est qu'il y a bien une manipulation humaine de ces laboratoires sur le SARS-CoV, par isolation, purification et par hybridation. Donc évidemment, ce sont dans des buts de recherche, dans des buts de fabriquer des vaccins contre le virus, hein, mais toujours est-il qu'il y a bien une manipulation humaine. Alors, ce qu'on peut conclure déjà, c'est que effectivement, dans ce brevet, il n'y a rien qui démontre que le coronavirus a été fabriqué par l'homme. Il n'y a aucune data qui dit le virus a été fabriqué par les laboratoires Pasteur. Donc, notre ami là sur la vidéo, il s'est un peu emballé. Voilà. Mais il n'y a également rien qui démontre que le conarovirus ou le couillonavirus, comme je l'appelle, n'a pas été fabriqué par l'homme. En fait, on n'en sait rien. On sait juste que l'Institut Pasteur a fait des études sur le coronavirus à l'époque, que c'est un cousin du nouveau coronavirus à 80%, et que pour faire un vaccin à l'époque, ils ont fait des manipulations génétiques. Donc en conclusion, on ne sait pas. Moi, je pense qu'on ne le saura jamais en fait. Est-ce que c'est un virus d'origine naturelle ou est-ce que c'est un virus qui a été fabriqué par l'homme dans le cadre d'une guerre bactériologique ou virale? On n'en sait rien. Donc, et en plus, comme un virus, ça se transmet, ça se reproduit. On ne saura jamais quelle est la source. Si vous voulez. C'est comme un virus informatique.
c'est impossible. En fait, une fois qu'il y a une propagation du virus, c'est impossible de savoir quelle a été la première machine qui est infectée. Et ce qu'il faut comprendre, donc ce qui n'est pas dit, mais enfin je ne l'ai pas dit, mais c'est bien écrit dans le brevet, c'est la méthode de propagation des virus qui sont a priori des protéines. Donc c'est pour ça que c'est pas pareil qu'un microbe. Protéine, c'est une information, c'est une cellule avec de l'information dedans. L'information ARN ou ADN. Et ensuite, autour du virus, donc il y a des sortes de pics, là, comme on voit sur les photos, qui s'attachent aux cellules de notre corps et qui transmettent donc l'information. Et l'information se duplique et c'est comme ça que le virus se duplique. Donc c'est pour ça que c'est difficile à traiter, puisqu'on ne peut pas vraiment tuer les virus, puisque en réalité c'est une information, hein, c'est de l'ADN, l'ARN qui est dans notre corps. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire des suppositions, de regarder comment effectivement les États, les médias traitent le phénomène de coronavirus. Quand on est complotiste, on se demande à qui profite le crime, dans quel but. Quand on n'est pas complotiste ou anti-complotiste, on accepte la théorie officielle que c'est un virus d'origine naturelle, très dangereux, qui se propage et contre lequel il faut absolument se protéger. Et voilà, donc chacun se fait son opinion, hein. Moi j'en ai une, vous en avez une, chacun a son opinion. Mais la réalité, c'est qu'on ne saura jamais en fait d'où vient ce virus. Et même le virus numéro 1, là, visiblement, l'Institut Pasteur, en tout cas à l'époque où ils ont déposé le brevet, ils n'avaient aucune idée de son origine. Moi, ce que je pense, c'est que quand on en a 1 plus 1, 2 virus ensemble, c'est très louche. Je pense que la nature produit des virus, des bactéries, des microbes. Mais est-ce qu'elle les combine pour faire du 2 en 1? Ça, j'ai déjà plus de mal à le croire. Et puis, voilà, ce qui m'interroge évidemment, c'est la réaction des médias, le psy-op qui est organisé autour de ce virus. Donc, j'ai posté cette vidéo sur un groupe Facebook de ski de rando. Je me suis fait déglinguer la tête. Non, pas cette vidéo, la vidéo sur le totalitarisme. Je me suis fait déglinguer la tête en me faisant traiter de conspirationniste, d'égoïste, d'inconscient, etc. Mais voilà, du coup, j'ai regardé quelles étaient les statistiques sur la grippe. Et en 2016-2017, je crois qu'il y a eu 20 000 morts causées par la grippe. Et en 2017-2018, il y a eu, je crois, 17 000 morts. Voilà. Donc la question que j'ai posée sur le groupe, du coup, c'est pourquoi à cette époque-là, pour la grippe, on n'a pas fait de confinement, alors que ça a quand même fait beaucoup de morts, hein. 20 000 en 2016-2017, 17 000 en 2017-2018, ça fait quand même du monde. Ça veut dire qu'également, il y avait énormément de gens contaminés. Et donc la question, c'est pourquoi le gouvernement, à cette époque-là, n'a pas pris toutes les mesures, comme aujourd'hui, pour lutter contre le virus de la grippe qui a fait beaucoup de morts. Et qui a eu beaucoup de gens contaminés. Donc la question aussi, c'est pourquoi à cette époque-là, ils n'ont pas fait comme aujourd'hui, communiquer sur le nombre de gens infectés, communiquer sur le nombre de morts, et mis les Français en quarantaine, ou en confinement, pardon. Voilà, donc moi, alors les gens m'expliquent que c'est différent, que c'est pas pareil. Bon, ok, c'est pas pareil. C'est un virus, mais qui fait plus de morts. Donc peut-être que potentiellement le coronavirus pourrait faire plus de morts que la grippe. Mais voilà, pour moi, il y a 2 poids, 2 mesures, et il n'y a pas de cohérence entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui n'a pas été fait contre la grippe entre 2016 et 2018.
Et donc, ça pose beaucoup de questions. Voilà, donc c'est une chaîne financière, donc c'est pas une chaîne spécialisée sur la santé et les virus. Mais l'impact sur l'économie et finances, oui, est bien réel. Et donc, c'est ce que ne voient pas pour l'instant les gens, la plupart des gens, ils sont focalisés effectivement sur l'aspect sanitaire, le fait que personne ne veut mourir, évidemment. Mais moi, en tant que financier, je vois également l'impact financier et économique. Et le fait de mettre à l'arrêt tout un pays comme ça, il y aura un impact financier et économique majeur sur la vie des gens, puisque ça va générer des faillites d'entreprises, du chômage et une explosion des déficits de l'État et de l'endettement de l'État. Voilà. Donc, faut vivre avec. En tout cas, moi, je souhaite évidemment que cette pandémie, soit maîtrisée la mieux possible, qu'il y ait le moins de morts possible. Et que, voilà, si c'est la suppression de la liberté, c'est pas, voilà, de toute manière, ça sera, voilà, le problème, c'est pas tant la suppression actuelle, en réalité, puisque je pense que ça sera quand même temporaire. Et une fois que l'épidémie sera maîtrisée, on pourra de nouveau circuler à peu près librement. Non, la prochaine question, ça va être la campagne de vaccination, qui ne manquera pas d'arriver. Il y a bien un laboratoire qui va trouver un vaccin, et cette campagne risque fortement d'être obligatoire. Donc, se poser la question, c'est comme les gens n'auront pas le choix, soit ils se soumettent, c'est-à-dire soit ils acceptent de se faire vacciner, et pourquoi pas pucer, hein, c'est pour ça que le mot puce, il m'a mis la puce à l'oreille dans le brevet. Soit les gens qui ne croient pas au vaccin ou qui sont contre, et vous allez être dans la situation où il va falloir choisir. Soit vous restez en France et vous vous faites vacciner de force, soit il va falloir partir dans des pays où la vaccination ne sera pas obligatoire. Voilà, donc je laisse à chacun réfléchir à ça. Et puis se pose la question l'hiver prochain. Hein. L'hiver prochain, il y aura probablement une résurgence du virus, puisque un virus, on le tue pas, donc une fois qu'il est là, de toute manière. Il se réveille en fait quand le système immunitaire s'affaiblit ou après un choc émotionnel, par exemple. Et donc chaque année, on va avoir les mêmes peurs sur le coronavirus. Et donc je pense qu'effectivement, la conclusion, c'est que la vaccination va devenir obligatoire pour le virus, et donc ça pose de grandes questions pour les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Pour les gens qui veulent se faire vacciner, eux, il n'y a aucun problème. Mais pour les autres, moi je vous dis, il faut anticiper et se poser déjà aujourd'hui la question de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez continuer à vivre en France et vous faire vacciner de force ou est-ce qu'il faut trouver des solutions alternatives. Voilà. Donc ça, on pourra en parler dans les webinaires Investisseurs Pro. Ce sont des webinaires où on parle en privé entre nous, librement de tous ces sujets, sans se faire taper dessus si on n'est pas dans la doctrine officielle. Et donc, je vous invite soit à vous abonner au webinaire, soit à prendre la formation où il y a deux webinaires qui sont offerts avec. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le brevet du couillonavirus.